Quand j'ai repris conscience, j'ai d'abord cru être dans un cauchemar. La douleur, vive et lancinante, venait de ma jambe gauche. Autour de moi, des débris éparpillés, des branches cassées, et surtout ce silence, lourd, pesant. Le crash, tout m'est revenu d'un coup. L'avion, le choc, les cris. 12 personnes à bord, et je suis là, sur une île inconnue, blessé mais vivant. En balayant les environs du regard, j'ai aperçu 3 silhouettes. Clara, qui s'occupait de ma jambe, Julien, qui explorait maladroitement les environs, et Hugo, debout, observant les restes de l'appareil. On était 4, sur 12. En fixant le ciel, encore fumant de l'explosion, une image m'a traversé l'esprit. Moi, à l'aéroport, mon téléphone en main. J'avais failli appeler ma femme, mais j'avais repoussé ce moment, pressé par les annonces de l'embarquement. Plus tard, je m'étais dit. Plus tard. Maintenant, plus tard, n'existe plus. Je me rappelle encore les turbulences, les regards inquiets, puis cette explosion soudaine. Je me suis juré que si je m'en sortais, je ne laisserais plus rien d'important pour plus tard. Clara, l'infirmière, a pris les choses en main dès le début. Elle m'a improvisé un garrot avec un morceau de tissu arraché à son uniforme. Julien, plus jeune, semblait débordé mais plein de bonne volonté. Hugo, en revanche, avait déjà un air de leader autoproclamé. On doit organiser les choses, disait-il en dirigeant ses gestes vers les débris. Rapidement, des tensions ont commencé à émerger. Clara voulait prioriser les soins, Julien cherchait frénétiquement des ressources, et Hugo imposait ses idées, sans discussion possible. Moi, je restais en retrait, observant, attendant mon moment. L'île n'offrait rien de prometteur. Pas de source d'eau visible, pas de fruits, et une chaleur suffocante. La seule chose qui attirait l'attention était une plage recouverte de débris amenés par la marée. Mais la mer montait vite, et récupérer quoi que ce soit devenait risqué. Hugo a proposé de tenter le coup. Clara était contre, Julien hésitait. J'ai fini par m'avancer, boitant, pour examiner les alentours. La situation était claire, sans ressources, on ne tiendrait pas. La peur, elle était là, tapie dans chaque coin de mon esprit. Et pourtant, une autre pensée dominait, ma famille. Ma femme, mon fils. Il comptait sur moi, même s'il ignorait où j'étais. J'ai ressenti une rage sourde, dirigée contre moi-même. Pourquoi n'avais-je pas écouté les consignes de sécurité? Pourquoi avais-je ignoré les petits signes dans l'avion? Cette rage, paradoxalement, m'a donné la force de continuer. Hugo et Julien se sont disputés violemment à propos des priorités. Il faut un abri, hurlait l'un. Non, de l'eau d'abord, répliquait l'autre. Clara, au milieu, tentait de calmer les esprits. J'ai fini par m'interposer. Écoutez, si on ne trouve pas d'eau, on ne tiendra pas. Mon ton était calme, mais ferme. Ils m'ont regardé, surpris. Peut-être parce que c'était la première fois que je parlais depuis le crash. En explorant un peu plus loin, une idée m'est venue. Mon père m'avait appris, quand j'étais gamin, à filtrer de l'eau avec du sable, des pierres et du tissu. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que rien. En ramassant ce qu'il me fallait, je me suis souvenu de ces moments avec lui, dans les bois, à apprendre des choses que je pensais inutiles à l'époque. Ces souvenirs m'ont donné un peu de réconfort. Le lendemain, j'ai proposé un plan. Julien et moi chercherons de l'eau et de la nourriture. Clara reste au camp pour soigner ceux qui en ont besoin. Hugo, on a besoin que tu nous aides à organiser un abri. Clara a acquiescé immédiatement. Julien aussi, bien que son regard trahisse son inquiétude. Hugo, en revanche, a hésité, mais il n'a pas protesté. J'ai pris un morceau de métal comme arme improvisée. On ne savait jamais ce qu'on allait trouver. Avant de partir, Clara nous a tendu un sifflet. En cas de danger, utilisez-le. Ses yeux brillaient d'une inquiétude sincère. Julien et moi avons bricolé des torches avec des morceaux de tissu et de bois trouvés près de l'épave. La grotte que Julien avait repérée plus tôt semblait être notre meilleure piste. Le trajet jusqu'à l'entrée a été long, chaque pas alourdissant mon appréhension. Pendant que nous explorions, Clara m'a confié une observation troublante, Hugo cachait des provisions. Elle avait choisi de ne rien dire, espérant qu'il reviendrait à la raison. Mais pour moi, c'était un signe que la confiance dans le groupe était déjà fragile. À ce moment-là, je savais qu'un conflit était inévitable. La grotte était plus sombre que ce que j'imaginais. Nos torches vacillaient à chaque pas, projetant des ombres sur les parois. Julien marchait devant, boitant légèrement à cause d'une vieille entorse. Soudain, un bruissement nous a figés. Des chauves-souris, des dizaines, peut-être des centaines, perchées au plafond. L'écho de nos pas les a réveillés. Un nuage noir s'est formé, s'abattant sur nous. J'ai senti leurs ailes, leurs griffes, et leurs crocs frôler ma peau. Julien a crié. Il a lâché sa torche, qui s'est éteinte dans une flaque d'eau. Dans la panique,
Nous avons couru vers la sortie, trébuchant sur les rochers. En sortant, Julien s'est effondré. Sa cheville avait pris un mauvais coup. J'ai dû le soutenir pour retourner au camp. De retour au camp, Clara s'est précipitée pour soigner Julien. Pendant ce temps, j'ai confronté Hugo. On a besoin de toi, Hugo. Pourquoi tu nous caches des ressources? Clara avait tout entendu et a appuyé mes paroles. Hugo a baissé les yeux, puis a admis qu'il ne faisait pas confiance aux autres pour gérer les provisions. Si on partage tout, on va manquer encore plus vite, a-t-il argumenté. Mais sa logique ne tenait pas. Si on ne se soutenait pas, personne ne survivrait. Le groupe était en désarroi. Clara essayait de jouer les médiateurs, mais Julien, épuisé et blessé, n'avait plus la patience. Hugo, lui, restait sur la défensive, affirmant qu'il agissait pour le bien du groupe. Pour ma part, je voyais la fracture grandir. L'unité qu'on avait vaguement créée s'effondrait, et je devais trouver un moyen de rassembler tout le monde avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis levé au petit matin et j'ai rassemblé tout le monde. On va changer de méthode. Hugo, tu iras chercher des ressources de ton côté. Clara, reste ici pour t'occuper de Julien. Je m'occuperai des réparations et du feu. Clara m'a soutenu, Julien a haussé les épaules, trop fatigué pour protester, et Hugo est parti sans un mot. Je savais que ce n'était pas une solution idéale, mais c'était la seule façon de calmer les tensions pour l'instant. La nuit tombée, alors que Julien dormait, Clara et moi avons partagé nos histoires. Elle m'a parlé de ses parents, de sa passion pour aider les autres, et de la raison pour laquelle elle avait choisi de devenir infirmière. Moi, je lui ai raconté ma famille, ma femme et mon fils, et à quel point ils me manquaient. Ces confidences ont créé un lien, un moment d'humanité dans ce chaos. On s'est promis de tenir bon, pour nous, pour eux. En fouillant les débris de l'avion pour trouver des matériaux utilisables, j'ai découvert une photo. Une famille souriante, un père, une mère, 2 enfants. Je suis resté figé, incapable de bouger. Ce visage, je l'avais vu dans l'avion, quelques sièges devant moi. La douleur m'a envahi. Clara m'a trouvé là, serrant la photo contre moi, et elle a posé une main sur mon épaule. On doit avancer, Léo. Pour eux, pour nous. Ces mots m'ont ramené à la réalité. Hugo n'est pas revenu ce soir-là. Julien, inquiet, m'a convaincu de partir à sa recherche malgré la nuit tombante. Clara, réticente, nous a tendu une torche de fortune. En suivant ses traces, nous avons trouvé des morceaux de tissu et des empreintes, puis des signes de lutte, des branches cassées, des griffures sur les arbres. Un frisson m'a traversé. Était-il encore vivant? Alors que nous étions sur le point de rebrousser chemin, une tempête s'est abattue sur l'île. Des rafales de vent, des pluies torrentielles. Notre abri, fragile, n'a pas tenu. Clara nous a crié de courir vers la grotte. Une fois à l'intérieur, l'air était glacial, les chauves-souris absentes, probablement chassées par la tempête. J'ai utilisé des morceaux de bois mouillé pour rallumer un feu. L'humidité le faisait crépiter, mais il tenait. La lumière et la chaleur nous ont donné une raison de tenir. En explorant plus loin dans la grotte, on a découvert une source d'eau claire et des fruits accrochés à des lianes. Julien a éclaté de rire, presque hystérique. Clara a souri pour la première fois depuis le crash. C'était une victoire, certes petite, mais cruciale. On pouvait s'installer ici, au moins temporairement. Dans ce calme relatif, j'ai pris un moment pour réfléchir. Je n'étais pas le même homme que celui qui était monté dans cet avion. J'avais appris à faire face à des choses que je n'aurais jamais cru possibles. J'ai écrit mes pensées dans un petit carnet trouvé dans les débris. C'était ma façon de me souvenir, de ne pas perdre de vue ce qui comptait. Hugo est revenu 2 jours plus tard, blessé, le visage creusé par la faim et la fatigue. Il s'est excusé, sincèrement. Clara, sans hésiter, a soigné ses blessures. Julien, bien que réticent, lui a tendu un morceau de fruit. Nous étions encore brisés, mais unis à nouveau. Par nécessité, par survie. La grotte est devenue notre refuge. Julien et moi avons renforcé les parois avec des branches solides, Clara a organisé un système pour filtrer l'eau, et même Hugo a contribué en collectant des ressources. Petit à petit, nous avons recréé une forme de routine. Ce n'était pas idéal, mais c'était vivable. En fouillant les débris de l'avion, Julien et moi avons improvisé un signal de détresse avec des morceaux de métal réfléchissants. Clara, de son côté, a commencé à écrire un journal, consignant nos expériences pour, disait-elle, ne pas oublier ce qu'on a vécu. Chacun avait trouvé un rôle, une raison de continuer. Un soir, alors que le soleil se couchait, j'ai pris un moment seul, observant l'horizon. Je ne savais pas si on serait sauvé, mais une chose était claire, je n'étais plus le même homme. Ce que nous avions traversé, ce que nous avions surmonté, m'avait changé. Et si jamais je revoyais ma famille,
Je leur dirai à quel point ils étaient ma lumière dans l'obscurité.